Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous allons commencer notre deuxième cours sur la vie sexuelle humaine. Car la vie sexuelle humaine est très ample et donc nous avons besoin de tout un cycle de cours pour pouvoir essayer de nous rapprocher, de voir un petit peu comment ça fonctionne, comment elle fonctionne et comment elle est vue à partir de la psychanalyse. C'est-à-dire que c'est la psychanalyse, le texte de Freud qu'on va suivre, qui est une théorie sexuelle. Ce sont 3 essais, il appelle ça 3 essais pour une théorie sexuelle, pour nous expliquer un petit peu tout le fonctionnement de la sexualité des êtres humains. Donc, effectivement, il va parler de nous et il va faire référence à... il a étudié, disons, le fonctionnement de notre sexualité et il va nous le raconter. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 19 février 2020 et nous allons commencer le deuxième cours. Donc, je m'appelle Clémence Lenis, je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero, ici à Madrid. Nous sommes à Madrid, en plein centre, et c'est à partir d'ici que nous allons essayer de voir un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de vie sexuelle humaine. Et la première fois, le premier cours, vous vous rappelez, on avait fait référence aux déviations qui existaient chez l'être humain par rapport à son choix d'objet sexuel. On avait parlé de choix d'objet sexuel, comment il va choisir son partenaire sexuel, et on avait fait référence principalement à l'homosexualité. Et il nous avait, je vous rappelle un petit peu, il nous avait montré qu'en fait, l'homosexualité, ou plutôt la bisexualité chez l'être humain était constitutive, c'est-à-dire que nous sommes tous bisexuels. Certains vont la pratiquer et d'autres pas. Non ? Et c'est ce qui va faire un petit peu référent, parce que ce qu'il va nous raconter ici Freud, c'est non seulement que notre bisexualité est constitutive, mais qu'en plus, notre capacité, nous avons une grande capacité, les êtres humains, à pouvoir changer d'objet sexuel avec facilité. C'est-à-dire que ça, c'est une capacité de substitution de l'objet sexuel. Et qu'il va montrer, d'une certaine façon, que quand on est fixé à un certain type d'objet, que l'on peut avoir des rapports sexuels uniquement dans certaines situations, simplement, non, avec des hommes ou avec des femmes, lui, il vient de dire que ça, c'est une limitation. Je répète aussi, et une chose qui était donc très importante, est une chose qui était très importante, c'est qu'il va nous dire que notre choix d'objet ne va pas venir déterminer si nous avons notre sexualité, disons notre génitalité, pour faire la différence, quelle qu'elle soit, ne va pas déterminer notre santé mentale. Par contre, il va dire, à partir de notre santé mentale, oui, nous allons pouvoir voir qu'il y a des troubles dans la génitalité. D'accord ? C'est-à-dire que si nous avons des troubles dans nos relations sociales, très certainement, nous aurons des troubles dans notre génitalité. Alors qu'à l'inverse, non, pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, une autre chose qu'il avait précisé, que nous avions précisé déjà aussi la dernière fois, c'est que l'être humain a une prédisposition à la perversion. D'accord ? C'est-à-dire que l'enfant, on dit que l'enfant, il est prédisposé, le jeune enfant, il est prédisposé, disons, à satisfaire toutes ses pulsions sexuelles, non ? Où elles sont, on va dire, elles sont séparées avant la puberté. Les pulsions sexuelles sont séparées et l'enfant va les satisfaire un petit peu, non ? Comme on va voir comme à l'âge adulte, où à l'âge adulte, en fait, c'est une déformation de ces
pulsions sexuelles de l'enfance. Donc, bonsoir Narimiel et bonsoir Paul. Nous continuons. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie qui va faire référence aux fins sexuelles. Le fin, F-I-N, l'objectif, la satisfaction sexuelle. Comment les êtres humains vont satisfaire leurs pulsions sexuelles. Donc, il va nous donner, dès le début du texte, il va nous donner une définition de ce que serait la satisfaction sexuelle normale. Et en fait, donc, il va dire, bon, il va faire référence à que la satisfaction sexuelle normale, c'est l'acte, les rapports sexuels qui vont permettre une diminution de la tension sexuelle. C'est-à-dire que avant le rapport sexuel, il y a une tension, un petit peu comme dans la faim, hein, quand on a faim et qu'on va donc aller chercher à manger pour pouvoir faire diminuer cette tension. Avec la sexualité, avec la génitalité, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la tension et la satisfaction sexuelle va nous faire diminuer cette tension. Et il dit que dans l'acte sexuel normal, c'est quand on va utiliser notre appareil génital pour satisfaire cette diminution de tension. D'accord ? Bon, il va dire donc que c'est un petit peu comme la satiété. Ça fonctionne un petit peu dans le même sens. Il dit, mais tous les actes, il va nous le préciser dès le départ, c'est-à-dire qu'il va dire que tous les actes sexuels, tous les rapports sexuels sont facilement, où ils intègrent presque tous des éléments qui conduisent à des aberrations ou à des perversions sexuelles. Donc on va voir, parce qu'il va nous le préciser aussi ici dans le texte, il va nous dire, nous devons à partir de maintenant éliminer le sens péjoratif du mot perversion. C'est-à-dire que la perversion, c'est une déviation à cette satisfaction de la pulsion sexuelle. D'accord ? Mais c'est quelque chose qui est, chez tous les êtres humains, on va dire, quelque chose qui fait partie de notre vie génitale. Et donc, il va commencer en disant, pour parler donc de ces perversions, il va dire, ou de ces aberrations, ou de ces, on va dire, déviations de la satisfaction sexuelle, il va dire que, en général, par exemple, les premières choses, pour le développement, le déroulement d'un rapport sexuel normal, il y a des intermédiaires, les préambules, ce qu'on appelle les préambules, c'est-à-dire les pas préliminaires. Non ? Donc, il va faire référence, par exemple, à regarder l'autre, à la contemplation, aux attouchements. Il va dire donc d'un côté, cette contemplation et ces attouchements, ils sont en eux-mêmes quelque chose qui procure du plaisir. Et en plus, non seulement ils procurent du plaisir, sinon qu'ils vont participer à l'augmentation de la tension sexuelle. Et que normalement, dans une relation normale, cette tension doit donc augmenter pour permettre d'aller jusqu'à la fin de l'acte sexuel. D'accord ? Bonsoir Anne. D'accord ? Donc, il va dire, après, ce qu'il passe, c'est quand on va parler de perversion, quand l'acte sexuel va s'interrompre. En fait, pas s'interrompre, sinon qu'il va trouver la satisfaction dans simplement les attouchements. Non ? On va le voir un petit peu plus loin. Donc, il va nous parler aussi, donc, après la contemplation, après les attouchements, il va parler du baiser, non ? De ce contact des muqueuses buccales. Et qui va nous raconter, donc c'est en soi, c'est aussi une perversion, donc dans le sens où l'appareil génital ne participe pas. Mais c'est quelque chose qui fait partie de notre histoire, qui fait partie de notre culture, on va dire, de notre culture depuis déjà des siècles et des siècles, où le baiser fait partie des rapports sexuels comme un préambule. Bonsoir Cyrielle.
Oui, donc le baiser fait partie de notre vie sexuelle depuis 1500 avant Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose, c'est une acquisition culturelle. Donc quand il va parler des perversions, il va parler de deux types de perversions. Il va dire, d'un côté, nous avons ce qu'on va avoir, les transgressions anatomiques, c'est-à-dire tout ce qui fait tout, bonsoir André, ce qui va participer, c'est-à-dire les transgressions anatomiques, c'est-à-dire les parties du corps qui vont participer à l'acte sexuel, mais pourtant qui ne sont pas destinées à l'union sexuelle. Et d'un autre côté, il va parler d'autres types de perversions qui sont les détentions sur les relations intermédiaires avec l'objet sexuel. D'accord? Comme on disait auparavant, par exemple, les gens qui sont les voyeurs, non? Qui aiment contempler et qui ont une satisfaction dans la contemplation. On va voir, et ça c'est une chose aussi qui est très importante à prendre en compte, c'est-à-dire que notre pulsion sexuelle, c'est ce qui est pour nous, les êtres humains, le plus difficile à civiliser. D'accord? C'est-à-dire que c'est une force en nous qui est une des forces les plus difficiles à civiliser, dans le sens où elle est mélangée. C'est-à-dire que ce n'est pas une pulsion, non, en psychanalyse, on parle de pulsion sexuelle et non pas d'instinct, dans le sens où l'instinct, c'est quelque chose qui va appartenir à l'animal. Alors que l'être humain, qui est aussi un animal, mais c'est un animal qui parle. C'est un animal qui sait qu'il va mourir. Donc toute sa sexualité va être touchée par cette situation. Non, c'est-à-dire que l'animal, il se reproduit et il ne sait pas pourquoi il se reproduit. L'être humain, il se reproduit aussi comme les animaux, mais il sait pourquoi il se reproduit. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a deux pulsions, on va dire deux pulsions. Il y a la pulsion animale, la pulsion qu'on ne peut pas réprimer, la pulsion qui doit se satisfaire dans l'acte sexuel, et l'autre pulsion qui va pouvoir être dérivée et servir à d'autres choses, à la civilisation. D'accord? Mais il y a une pulsion sexuelle que ça fait partie de l'espèce. C'est-à-dire que c'est cette pulsion qui appartient à l'espèce qui doit se satisfaire dans l'acte sexuel. Et si elle ne se satisfait pas dans l'acte sexuel, ben, elle est là inutile. Donc, comme chez l'être humain, il n'y a rien d'inutile, on va voir après, elle va trouver une déviation et elle va provoquer autre chose. D'accord? Donc, parce que des fois, on va voir donc que l'être humain, il a cette capacité d'obtenir une satisfaction sexuelle qui n'a rien à voir avec le sexe, qui n'a rien à voir avec le rapport sexuel, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aussi le coït. D'accord? Ça, c'est une capacité de l'être humain. Donc, nous allons voir, quand on parle, je répète, pour ceux qui viennent d'arriver, que la perversion, dit Freud dans ce texte, il dit que nous devons éliminer cette connotation péjorative qui existe sur le terme perversion, parce qu'en fait, c'est simplement une déviation ou une limitation. Très souvent, on va voir que la perversion, ce qu'on appelle perversion, c'est une limitation dans le développement de notre sexualité. Donc, il va commencer à nous parler des transgressions anatomiques. Et il va commencer à nous parler de la survalorisation de l'objet sexuel. Donc, par exemple, quand on est amoureux. Quand on est amoureux, ce n'est pas seulement ce qui nous attire de l'autre, ce n'est pas simplement un composant sexuel, bonsoir à la ch'mi, sinon que c'est tout le personnage. Non? Quand on est amoureux, c'est la beauté, l'intelligence de l'autre, comment il parle, tout ça, ça rentre en jeu. Et en fait, il dit que ça aussi, c'est une perversion, dans le sens où la relation ne se fait pas directement sur la rencontre sexuelle, sinon qu'il y a d'autres éléments. Et en plus, il va nous rappeler que quand on tombe amoureux, on a une certaine tendance à nous soumettre à l'autre. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui va aussi dévier de la relation. C'est-à-dire que nous nous soumettons à l'autre pour ne pas perdre son amour, pour ne pas perdre son intérêt.
Donc c'est là où on voit que l'intérêt va au-delà de notre anatomie. D'accord? C'est-à-dire qu'on va être séduit, on va avoir des relations sexuelles avec une personne parce qu'on le trouve intelligent, non? Par exemple. Et il va même faire un parallèle, par exemple, avec ce qui se passe avec la personne qui se laisse hypnotiser. Quand elle se laisse hypnotiser, elle est aussi un petit peu dans une situation comme soumise, non? Comme la personne qui est amoureux, qui est soumis, non? Et suggestionné, on appelle ça, non? À l'autre. Donc, et il y a ce pouvoir qu'on donne à l'autre sur nous-mêmes. Et donc, c'est une déviation qui va dépasser, on va dire, l'anatomie. Et ok. Donc, il va nous dire que bon. Donc, il va revenir pour nous parler un petit peu du baiser, non, de cet acte intermédiaire, pour la réalisation du rapport sexuel, qui peut être considéré comme une perversion, dans le sens où les parties génitales ne sont pas intervenues. Il va nous parler des attouchements. Non? Par exemple, nous savons qu'il existe donc la perversion en elle-même, c'est-à-dire quand non pas quand c'est un préliminaire, quand ça fait partie des préambules, sinon quand c'est une fin en soi. Non, comme on peut voir, où on sait que ça existe, on peut faire l'acte sans satisfaction. Non, je n'ai pas dit ça, qu'il y a toujours satisfaction dans l'acte sexuel. Mais les satisfactions sont multiples, justement. La personne qui aime aller toucher et qui a sa satisfaction là. C'est-à-dire qu'il s'excite de cette façon et il se satisfait de cette façon. Il n'en demande pas plus. Hein? C'est-à-dire que comme ces gens qui vont dans le métro, quand le métro est beau et de monde, et qui discrètement vont aller toucher à droite à gauche. D'accord? Ce sont des gens qui ont leur satisfaction là. Alors on voit aussi, Freud il va préciser aussi qu'il s'agit d'une perversion quand cette satisfaction ne peut s'obtenir que de cette manière. C'est-à-dire que c'est une personne qui peut arriver à la satisfaction sexuelle que dans ces cas-là, qu'il ne peut pas avoir d'autres types de relations. D'accord? Donc là, on parle directement. Donc, on parle directement d'une pathologie. Non? Et donc, on voit que la sexualité de cette personne est énormément limitée. Parce que quand on parle de pathologie, on parle pas que c'est mal, on dit que c'est une sexualité super limitée. Non? Et donc, il dit qu'il y a des perversions quand on parle des préambules, non? Que tous ces préambules qui sont considérés comme normaux, non? Et il va aussi parler du voyeur, non? Ceux qui adorent regarder, qui vont aller regarder les autres faire l'amour, qui vont aller regarder, non? Chacun a ses goûts et qui va sélectionner et qui vont s'exciter en regardant telle ou telle chose. Et c'est comme ça qu'ils s'excitent. Et en général, ils vont aussi en plus avoir la satisfaction simplement en regardant. Et donc ça, ce sont les détentions dans les préambules. Donc, ils sont considérés comme des perversions. Parce qu'en fait, tous ces éléments, ce sont des éléments qui va nous parler des éléments qui, soi-disant, font partie de notre socialisation, qui vont participer à notre socialisation, mais en fait, ce sont des éléments qui très souvent vont limiter et vont empêcher le développement de notre sexualité. Et il va faire référence à la morale, la douleur, la pudeur, la honte et la répugnance. D'accord? Il dit que ces éléments, il va même parler de l'horreur, non, dans certains cas, bon, que ces éléments, ce sont des éléments de notre civilisation qui vont venir mettre un frein au développement de notre sexualité, hein, qui vont fermer le chemin à la satisfaction, ou qui vont empêcher, ou qui vont dire non, la satisfaction, c'est jusque-là. Hein. Et donc, il dit que les limites, donc, comme nous savons que les limites de la morale, ce sont des conventions.
Donc, et c'est des conventions qui font que, par exemple, ce sont des conventions où on voit que l'amoureux, non, c'est juste conventions dans le sens où des fois, c'est pas logique du tout. L'amoureux qui va embrasser avec frénésie sa bien-aimée, et pourtant, il va montrer une certaine répugnance à utiliser sa brosse à dents. Par exemple, non, ce n'est pas la même chose, je peux t'embrasser et tout ça, mais je ne peux pas utiliser ta brosse à dents. Donc là, Freud dit, vous voyez bien que ça, ce n'est pas logique. D'accord? Parce que dans les deux sens, ce sera les muqueuses buccales qui vont se mélanger, mais avec la brosse à dents, non. Donc on voit qu'il s'agit de conventions morales, de conventions sociales qui viennent mettre une limite et qui n'ont pas beaucoup de logique. Ensuite, il va nous parler de la relation anale. D'accord? Où très souvent ça a été catalogué comme quelque chose d'une perversion, mais qui est catalogué comme quelque chose comme une perversion pour ce sentiment de répugnance. D'accord? Donc on va dire, et ce sentiment de répugnance, il est associé, non, aux excrétions. C'est-à-dire, non, ça ce n'est pas le lieu où on peut jouir, on ne peut pas jouir d'une relation anale. Pourquoi? Parce qu'il y a les excrétions. D'accord? Donc on voit aussi encore comment la répugnance, c'est un sentiment qui va venir mettre un frein à cette possibilité. D'accord? La relation anale, c'est une relation possible. Elle n'est pas réservée aux homosexuels masculins, non? Sinon qu'elle est disponible pour tout le monde. Je veux dire que tout le monde a la possibilité de jouir de relations anales. Mais il dit qu'il y a la répugnance et que cette répugnance sur les excrétions n'est pas tout à fait logique non plus. Parce qu'il dit, très souvent, on va voir, par exemple, que les hystériques pensent la même chose avec l'urine du membre viril, en disant non, 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 je ne vais pas mélanger mes muqueuses non, pour sucer ça, parce que c'est ce qu'il utilise pour faire pipi. Non? Mon vocabulaire est assez infantile, on va dire. Mais dans le sens où on voit que l'attitude de l'hystérique qui utilise très souvent la répugnance pour mettre un frein à ses relations sexuelles, non, on voit qu'elle n'est absolument pas logique. Donc, de la même façon avec la relation anale. Non? Et, on doit penser, donc, on le reverra dans les classes, dans les cours suivants, dans le sens où on va voir comment se développe la sexualité chez l'être humain. Parce que l'enfant, quand il arrive, non, il n'a pas les mêmes capacités que l'adulte, puisqu'il n'est pas préparé pour la reproduction, mais il va développer toute sa sexualité. Et le développement de sa sexualité va se faire, on va dire, à partir des questions. Parce que lui, l'enfant, il va commencer par se poser des questions, d'accord, par rapport à d'où viennent les enfants. Et donc, toute l'investigation que va faire l'enfant, ça va être en relation avec cette question. Et il ne va pas obtenir rapidement la réponse. C'est-à-dire qu'il va devoir se rendre compte un petit peu de la différence sexuelle. Et en fait, ce que Freud va nous montrer, c'est que cette différence sexuelle, elle va apparaître uniquement à partir de la puberté. Donc même si le petit garçon dit oui, je sais qu'il y a une petite fille, mais il ne connaît pas l'existence du vagin. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas vu. D'accord? Donc il y a un processus sur la différence sexuelle. La différence sexuelle, c'est un résultat. D'accord? C'est un résultat d'investigation. Par exemple, il va nous dire, non, comme on en avait parlé dans le cours numéro 1, quand on parlait de l'homosexuel, ce n'est pas exactement celui qui va trop chercher une personne, un objet sexuel de son même sexe, sinon que c'est l'attitude de cette personne, c'est-à-dire la difficulté à tolérer les différences. C'est quelque chose qui nous touche absolument tous, parce que nous avons tous des difficultés à tolérer que l'autre, il soit différent. Alors nous le savons théoriquement. Vous voyez, là, on voit bien la différence. Donc, théoriquement, nous savons que nous sommes tous différents, que personne ne ressemble à personne, que tous les goûts sont dans la nature, mais pourtant, nous avons une grande difficulté à tolérer que l'autre fasse d'une façon différente. Qui parle d'une façon différente, qui dit des choses qu'on n'a pas obligatoirement envie d'écouter, non, qui a des manies différentes, qui a des manières de penser différentes. Et donc, ce manque
de tolérance, on va dire, ça, c'est une position homosexuelle. C'est-à-dire quand je vais chercher dans l'objet, non pas quelqu'un du même sexe, sinon quelqu'un qui me ressemble, qui pense comme moi, qui a le même... Non, quand on se ressemble beaucoup, ça, c'est une position qui est plus... C'est une relation, bon, c'est une situation où on est plus en relation avec une homosexualité, avec une position homosexuelle, non, plus qu'avec notre choix d'objet. Donc, comme on a vu au départ, l'être humain il a la capacité d'utiliser tous les objets pour jouir des différents objets sexuels, enfin des hommes et des femmes, non, et des adultes. Et ensuite, il va nous parler donc du fétichisme. Non, quand les transgressions, on était dans la partie des transgressions anatomiques. Donc, on va voir que le fétichisme, justement, ce qu'il vient nous montrer, c'est que la satisfaction va aller au-delà de l'appareil génital, et bien au-delà. Non, parce que nous allons voir donc qu'il y a la possibilité que l'objet sexuel normal peut être remplacé par autre chose qui n'a rien à voir avec un élément sexuel. C'est-à-dire qu'il va utiliser la femme, non, l'homme, parce que le fétichisme en général c'est quelque chose qui est masculin, et il va utiliser donc la femme, mais quand elle a certains traits caractéristiques. Et si elle ne possède pas ce trait caractéristique, il ne peut pas. La relation n'est pas possible. La relation sexuelle n'est pas possible. Y a-t-il un instinct pour reconnaître les différences masculines et féminines? Ou bien c'est un processus de sélection de l'information dans le cas des jeunes enfants? Non, on va dire, parce qu'il y a une différence, on va dire une différence sexuelle anatomique. Mais Freud, il va nous dire que dans notre appareil psychique, il n'y a pas de référence de différence. D'accord? C'est-à-dire que la différence existe uniquement au niveau anatomique. Mais qu'après, l'autre, aucune femme ne ressemble à aucune femme, aucun homme ne ressemble à aucun homme, que vraiment nous sommes tous différents et que nous avons tous la possibilité, nous allons le voir ici aussi, dans la satisfaction sexuelle, d'utiliser certaines fois ce qu'on appelle une position masculine, qu'on va associer à la position active, et une position féminine qu'on va associer à une position passive. Mais il dit, mais ça c'est ce que vont faire les enfants. Non, ça c'est le processus infantile qui va détecter ces deux positions. Mais psychiquement, il n'y a pas de différence. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence psychique entre un homme et une femme, sinon que ce sont des positions. Des positions qu'on va voir, donc cette position passive face à la réalité, face à certaines relations sociales. Non? Bon, ça c'est un autre sujet. Mais disons que les différences sexuelles sont reconnues, en fait, parce que c'est pas réellement, c'est savoir qu'il existe deux sexes. D'accord? Le plus important, c'est savoir qu'il existe deux sexes. Pourquoi? Pour la reproduction. Et que très souvent, non, cette chose qu'on croit qui est acceptée, que tout le monde reconnaît, elle n'est pas acceptée. Elle n'est pas acceptée. Parce que reconnaître la différence sexuelle, c'est reconnaître que nous sommes mortels. Et chez l'être humain, le grand problème, on va dire, de l'être humain, c'est qu'il a d'énormes difficultés à accepter sa situation de mortel. Qu'il sait très vite, qu'il apprend très vite qu'il est mortel, hein, mais qu'il lutte et il tombe malade pour ne pas reconnaître que, bah oui, qu'il ne fait que passer. Que cette situation est très, très difficile pour l'être humain d'accepter. Bon, retournons au fétichisme. Donc, sur notre objet sexuel, où on va voir que donc, on disait que le fétichiste, il va utiliser uniquement, non, une caractéristique, son objet doit avoir une caractéristique bien particulière. Non? Où il va, non, seulement avec les blondes, seulement quand elle a des chaussures à talons, seulement quand elle va mettre une culotte de telle couleur. Ok? Et chaque fétichiste, attention, a son fétiche. D'accord? C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose d'assez particulier. Et donc, Freud, dans ce chapitre, il va nous expliquer un petit peu pourquoi, non? Et pourquoi il existe, pourquoi ce fétiche existe.
Et il va dire avant ça, on va dire qu'il existe un fétiche qui est en fait considéré plus ou moins comme normal, dans le sens où il va refaire référence un petit peu aux amoureux, en disant qu'il va dire que l'amoureux, ben, comme il n'a pas encore fait l'amour avec sa bien-aimée, ben, il prend son écharpe, son mouchoir qu'elle a abandonné ou quelque chose qui lui appartient comme un fétiche. D'accord? Et c'est avec ce fétiche qu'il va avoir sa relation, puisque elle est encore inaccessible. Non? Mais bon, ça fait partie aussi des choses préliminaires. Préliminaires avant de pouvoir avoir accès à l'objet de son amour. Et donc, on va voir comment le sujet va choisir son fétiche, pourquoi il va le choisir et à quoi il sert. Pourquoi certains hommes ont obligatoirement besoin de ce fétiche. En plus, on va dire que le fétichiste, il ne va pas considérer que il a un problème, puisqu'en fait, lui, grâce à son fétiche, il va réussir à avoir ses relations sexuelles. Donc, pour lui, c'est absolument pas un problème. D'accord? Il a cette limitation, que c'est seulement de cette manière. Mais comme il arrive à le résoudre, ce n'est pas considéré comme un problème. Et en fait, il va expliquer, Freud, il va faire une explication qu'en général, le fétiche, c'est quelque chose donc qui se passe chez l'homme, et parce qu'il vient recouvrir, donc vous voyez ici la difficulté d'accepter, mais bon, il faut expliquer, c'est-à-dire que le petit garçon, quand il va voir que lui, il a un membre et qu'il va découvrir que la petite fille, elle n'a pas de membre, d'accord, il va voir la différence. Et donc, quelle explication il va donner? Il ne va pas dire, tiens, elle a un sexe différent. Non, il va dire, on lui a coupé. Parce qu'elle ne sait pas bien, elle était méchante, parce qu'elle n'a pas été gentille. Donc, on lui a coupé. Comme quoi, c'est une punition. D'où ce qui va, après avoir lieu chez tous les garçons, qui vont devoir passer par ce qu'on appelle le complexe de castration. D'accord? C'est-à-dire, bon, on verra plus tard, non? Dans les différents cours, on va voir un petit peu ce complexe plus en détail, pour voir un petit peu comment c'est un processus d'humanisation, où en fait, tous les êtres humains, nous devons passer par là. Alors, chez la femme, c'est différent, puisque elle va se découvrir déjà castrée. Par contre, l'homme, il va avoir peur de la castration. Le petit garçon, il va avoir peur de la castration. Donc, face à cette peur, il va prendre des décisions. D'accord? Donc, le fétichiste, en fait, c'est celui qui ne supporte pas que la femme n'ait pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore, vous voyez, on voit dans le fétiche, c'est-à-dire que psychiquement, il n'a pas encore vu qu'il existait cette différence. Qu'il existait cette différence. Et donc, il veut couvrir. Et il va couvrir avec son fétiche, il va couvrir ce que la femme n'a pas. D'accord? Un pénis. Elle n'a pas de pénis, boum, on va le couvrir avec un fétiche. Et Freud, il explique d'une certaine manière, donc n'oublions pas que Freud, ce qui va nous exposer, c'est le résultat de ce qu'il a écouté de ses patients. Et pas parce qu'il y en a un qui est venu, sinon parce qu'il l'a vu dans de nombreux cas. Et en fait, c'est le résultat de notre histoire à tous. Et donc, il explique que le petit garçon, quand il va découvrir, en général chez sa mère, par exemple, ou chez une petite fille, qu'il va découvrir, quand il lève la tête et qu'il découvre que la petite fille ou la femme n'a pas de pénis comme lui, c'est une horreur. Directement, c'est une horreur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rebaisse la tête. Et c'est pour ça qu'on dit que l'association qui va, très souvent, le fétiche, c'est une chaussure. Parce que c'est ce qu'il a associé directement pour remplacer le pénis qui manquait chez la femme. D'accord? Et ce manque de pénis chez la femme, c'est quelque chose qui va déterminer, alors que ça paraît stupide, ça paraît complètement stupide, et bien pourtant, ça détermine. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va déterminer autant l'homme avec sa relation avec la femme que la femme avec sa relation avec elle-même. D'accord? C'est quelque chose où la femme, elle va considérer qu'il lui manque quelque chose.
Vous voyez, l'élaboration pour réussir à élaborer et à construire en chacun de nous la différence sexuelle, c'est un processus où très régulièrement, il est nécessaire de passer par un divan de psychanalyste, eh ben oui, pour pouvoir constituer, cette situation. Alors, on va dire, bonsoir Fernand. Donc, c'est pour ça qu'on va montrer, Freud, il va nous montrer que le fétiche, vient remplacer ce que la femme n'a pas. Mais une fois qu'il a son objet, il peut satisfaire sa relation sexuelle normalement. D'accord? C'est-à-dire qu'il va couvrir le manque de la femme pour pouvoir satisfaire sa tension sexuelle. Et ensuite, il va faire référence, donc Freud, il va venir nous parler de la fixation des fins sexuelles préliminaires. Donc, comme on avait déjà dit, donc on avait déjà fait référence un petit peu au voyeurisme, par exemple, et à l'exhibitionnisme. Et en fait, il va nous dire que toutes les circonstances externes et internes qui rendent difficile et qui éloignent la consécution de la fin sexuelle normale, par exemple l'impuissance, un danger dans l'acte sexuel, ça favorise la possibilité d'une tendance à se maintenir, à se détenir, à s'arrêter dans les préambules, dans les préliminaires. D'accord ? Donc, l'homme impuissant, il a tendance à se satisfaire d'une autre façon, d'accord? Et à rester, et à avoir, par exemple, on va parler, ce n'est pas des étiquettes fixes, non, mais quand on va parler du voyeur, quand on va parler de l'exhibitionniste, par exemple, ça fait partie, donc normalement, il dit que les attouchements et la contemplation, ce sont des éléments qui vont participer à l'augmentation du désir sexuel. Mais il dit que le voyeur, par exemple, qui aime regarder à droite à gauche, qui aime regarder les autres faire l'amour, qui aime regarder certaines situations, chacun ses goûts, comme on dit, et donc, ils vont avoir leur satisfaction comme ça, simplement aller regarder ce qui se passe chez les autres. D'accord? Et on va voir aussi que c'est quelque chose, donc on va dire, si ce voyeur, la satisfaction, il peut l'obtenir que de cette façon-là, non, il a une sexualité limitée. Mais il dit, mais de toute façon, le voyeur, c'est quelque chose, la curiosité sexuelle, c'est beaucoup dans le regard, dans le regarder. Et il dit que le fait de s'habiller, de se déshabiller, le plaisir de la contemplation, et il va même associer le plaisir de la contemplation avec le plaisir de l'art, d'aller regarder des œuvres d'art. Où il va dire aussi que c'est un déplacement de cette pulsion, parce qu'on parle de pulsion, de cette pulsion sexuelle qui est en relation avec le voir et être vu. D'accord ? Et ensuite, nous avons donc le caractère de l'exhibitionniste. Et donc, il va nous dire que le caractère de l'exhibitionniste, que l'exhibitionniste, en général, ce qu'il fait, c'est qu'il va donc se découvrir, se montrer nu face aux autres, donc en général pour montrer que lui, il a un pénis, mais toujours en attendant d'une certaine façon que l'autre fasse la même chose. Non, c'est un caractère un petit peu infantile, enfin, pas un peu, sinon complètement infantile, d'accord ? Nadia, pardon, non, parce qu'ils n'ont pas une horreur du vagin, ils ont une horreur que la femme n'a pas de pénis. Ils n'ont pas une horreur du vagin, ça c'est une autre chose. Non, ça ce sera autre chose. Sinon qu'ils ont l'horreur, le fétichiste, il a horreur de penser qu'il y a quelqu'un qui n'a pas. Pourquoi? Parce que s'il pense qu'elle n'a pas, ça veut dire que lui aussi il peut perdre. D'accord? Et donc là, c'est intolérable pour lui. La possibilité de pouvoir lui aussi perdre son membre, c'est quelque chose d'intolérable. D'intolérable pour l'enfant et d'intolérable pour le fétichiste. Donc il recouvre, non? Donc c'est pas un dégoût du sexe féminin, c'est une peur de perdre son propre pénis.
D'accord? Vous devez penser que l'autre, c'est une sorte de miroir pour nous, qui vient nous montrer quelque chose qui est en relation avec nous. Donc, quand on a des difficultés à tolérer ce qu'on voit chez l'autre, c'est parce qu'il y a quelque chose chez nous parce que son problème, c'est avec son propre pénis, et si lui, il le perd. Donc, il a encore peur de perdre, non, il a encore peur de la castration. Alors que la castration, c'est quelque chose de symbolique. C'est pas quelque chose qui va arriver. Bon, continuons. Donc, nous étions avec l'exhibitionniste. Et donc, on va dire que la pulsion de voir être vu, ce sont des pulsions. C'est une pulsion qui, en fait, c'est la même pulsion avec deux caractéristiques, non? Deux côtés. Et ce qu'il va nous expliquer Freud, c'est quand il y a une exagération d'un côté de la pulsion, c'est parce que l'autre a été réprimé. D'accord? Parce qu'en fait, nous sommes tous voyeurs, nous sommes tous exhibitionnistes, et que ces deux pulsions doivent pouvoir s'utiliser. C'est une possibilité de l'être humain. Le plaisir de regarder et le plaisir de se montrer. Regardez-moi, je suis un petit peu exhibitionniste aussi. D'accord? Bon, mais pas seulement. J'aime bien regarder aussi. D'accord? Bon. Et donc, il va aussi faire la référence. Donc, on va voir que le voyeur, c'est aussi en relation avec cette pulsion passive, alors que l'exhibitionniste, c'est avec la pulsion active. D'accord? On va toujours voir que ça va toujours à la paire. Hein, non? C'est toujours un côté et ils vont toujours par deux. Voilà, c'est ça. Donc, nous avions vu que ce qui vient, pour le répéter un petit peu, pour ceux qui viennent d'arriver, que les barrages, parce qu'en fait, nous avons des barrages à la réalisation de nos rapports sexuels. Donc, nous avions vu que ces barrages, qui sont des barrages qui ont été construits par la civilisation, il y a la pudeur, la répugnance, non, la pudeur des femmes, par exemple. Non, la pudeur de la femme pour qu'on ne voit pas qu'elle n'a pas de pénis. Par exemple, bon, c'est peut-être pas le seul cas, mais je veux dire que ce sont des éléments qui sont toujours en relation avec notre sexualité infantile. Notre sexualité infantile qui ne va jamais disparaître, qui va continuer à fonctionner en nous. Mais quand elle intervient dans la vie d'adulte et qu'elle vient limiter les possibilités d'un développement d'une sexualité, on va dire d'une sexualité, la sexualité humaine, elle a beaucoup de possibilités. Donc quand je limite à dire non, seulement d'une manière, seulement, non, obligatoirement, c'est assez pauvre. Donc, on disait les barrages, non? Les barrages qui vont être des résistances à la relation sexuelle. Donc, on avait dit la pudeur, la répugnance, la honte, la douleur, et il doit y en avoir encore un, la répugnance, la douleur et la morale. D'accord? Ce qui se fait, non, ça c'est pas bien, on ne peut pas faire ça, parce que ceci, parce que cela. D'accord? C'est une sorte de machisme, nous dit Nadia. C'est une sorte de machisme. Oui, c'est le machisme. Et comme vous pouvez voir, Nadia, c'est le machisme qui existe chez l'homme et qui existe chez la femme. Parce que l'un comme l'autre, ils se retrouvent dans une situation différente, certes, mais qui se retrouvent toujours dans cette situation infantile, non, comme le petit garçon. Quand le petit garçon découvre que lui, il a quelque chose et qu'elle n'a pas, que sa petite copine de l'école n'a pas, ou que sa sœur, quand elle naît, elle voit qu'elle n'a pas, non, que là, il se rend compte. Et le problème, donc, il y a une dévalorisation de la femme. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas. Donc, elle n'a pas, pourquoi? Parce qu'elle l'a perdu. D'accord? Parce que le petit garçon, c'est la seule manière qu'il a de pouvoir assimiler que lui, il a. Et qu'est-ce qui peut se passer? Qu'il peut perdre. Donc, en fait, c'est pour ça que pendant toute une période, on va dire de l'enfance, il n'y a pas de différence sexuelle. Il y a ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. D'accord? Et très souvent, à l'âge adulte, on transporte cette même manière de voir les choses. Il y a ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. On va continuer avec notre texte. Donc, on avait dit que la pulsion sexuelle, c'est la plus difficile à civiliser. Parce que civiliser, c'est-à-dire qu'elle peut passer outre certaines conventions morales, qu'elle peut réussir à civiliser sa pulsion, c'est-à-dire avoir une vie sexuelle ample, non, satisfaisante, on va dire, une vie sexuelle satisfaisante,
sans pour autant avoir ses limites, parce que bien sûr, si je peux seulement dans certaines situations, bah, obligatoirement, je ne peux pas faire l'amour à chaque fois que je veux, donc je suis obligée de limiter beaucoup plus. Donc, et donc on disait que la pulsion sexuelle, c'est la plus difficile à civiliser. Et donc, comme on a du mal à la civiliser, ben, il y a ces déviations qui existent chez tout le monde. Il n'existe pas une sexualité sans perversion. D'accord ? Et maintenant, donc, nous étions dans la partie de, comment ça s'appelait, la partie des fins sexuelles, non, la fixation à des fins sexuelles précises. Et maintenant, il va nous parler du masochisme et du sadisme. Et donc là, c'est quelque chose de très intéressant et de très complexe aussi. D'accord ? Donc c'est quelque chose aussi qui domine tout le monde. Il dit la tendance à faire mal à l'objet sexuel ou à être maltraité par l'objet sexuel, il dit ce sont les perversions les plus répandues. C'est-à-dire qu'elles existent pratiquement chez tout le monde. Après, il y a des limites. D'accord ? C'est-à-dire que nous devons savoir, nous le savons tous, qu'il y a une satisfaction, non, dans la position du masochiste. Donc après, il y a masochiste et masochiste. D'accord ? On aime bien, pour faire l'amour, recevoir, être un petit peu violenté par notre partenaire. Ça, c'est une chose. Une autre chose, non, c'est d'arriver à des perversions extrêmes. D'accord ? Mais disons que c'est pour vous montrer que c'est quelque chose qui fait partie de notre vie sexuelle et qui est tout à fait normal. C'est pour ça que on parle toujours en psychanalyse d'une différence de quantité. C'est-à-dire quand il y a une exagération dans l'utilisation d'un mécanisme. Quand on exagère, non ? On n'utilise que ce mécanisme-là, que ce mécanisme-là. Donc là, il y a une pathologie. Donc, pour revenir sur le masochisme et le sadisme, d'où ça vient ça ? D'où ça vient cette tendance que nous avons tous à vouloir un petit peu maltraiter notre partenaire ou à être maltraité par lui ? Alors, la tendance, on va dire, normale, c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre, d'accord ? De faire comme une sorte de jeu, on va dire, dans l'acte sexuel, non ? D'une position d'un côté comme de l'autre, et de pouvoir, l'un comme l'autre, le partenaire ou soi-même, de pouvoir jouer dans ces deux positions. D'accord ? Et sans arriver à des exagérations. Donc on parle encore une fois de activité-passivité. Donc on va associer le masochisme à la passivité, celui qui se laisse maltraiter. Et ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Attention, être dans une position masochiste, c'est aussi quelque chose qui demande une grande activité, on va dire une grande activité psychique. Et d'un autre côté, nous avons donc le sadisme, non, le sadique, qui va être dans une position active, puisque c'est celui qui va brutaliser l'autre, le maltraiter, le violenter, être agressif, etc. Et donc, il va nous dire que tout ce qui arrive à l'être humain, d'accord, est à la base possible chez tout le monde. C'est-à-dire que c'est une possibilité. Sauf que lui, il étudie les cas, ça c'est un truc qui est très intéressant, parce qu'en fait, lui, il va étudier le cas du sadisme, par exemple, dans un sadique énorme. Mais comme ça, il a la possibilité de bien voir comment ça fonctionne. D'accord ? Comme c'est une exagération de l'utilisation du sadisme, on peut voir comment ça fonctionne. Et après, il se rend compte que ce même mécanisme, il est utilisé par tout le monde. Parce que très certaines fois, dans notre vie quotidienne, nous avons besoin d'être un peu sadiques, parce que sinon, on se fait maltraiter n'importe comment. D'accord ? C'est-à-dire que de temps en temps, il est nécessaire de pouvoir repousser l'autre, de pouvoir, non, insulter l'autre quand on a été attaqué, dans ce sens-là. Non, c'est-à-dire que c'est une pulsion qui existe et qui est à notre disposition et qu'on doit apprendre à civiliser, c'est-à-dire à utiliser quand c'est nécessaire. Tout dans le rapport sexuel, tout comme dans la vie quotidienne, non ? Bon. Il va nous montrer, donc lui, il va nous rappeler que chez chaque être humain, depuis l'enfance, il a repassé. Alors ça aussi, c'est une chose que Freud a découvert qui est fantastique, en fait, que l'enfant, depuis qu'il naît, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va repasser toute l'histoire de l'humanité. Alors, il va faire ça vite, évidemment, mais il va repasser tout. C'est-à-dire qu'en nous,
non seulement nous avons notre histoire personnelle, nous avons l'histoire de notre famille, sinon que nous avons aussi l'histoire de toute l'humanité. D'accord? C'est-à-dire tout ce processus d'évolution de l'homme primitif, de l'homme du Moyen-Âge, de toute cette évolution de la pensée. Non? Quand on voyait dans l'autre cours qui a lieu le mardi à 20 h sur l'interprétation des rêves, où on voyait qu'il y a une époque du Moyen-Âge où l'homme, il pensait que tout était par magie, que les choses se faisaient par magie. Non? Ou après avec la religion. Mais je veux dire que ce sont des instruments qu'il utilise de pensée, qu'il utilisait pour lire la réalité. Et ce sont des instruments qui existent toujours aujourd'hui, qui n'ont pas été éliminés. La magie, ça continue à exister. C'est quelque chose qu'on utilisait constamment au Moyen-Âge et qu'aujourd'hui, on réutilise. Et qu'on ne va pas abandonner. Non? Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine façon, elle vit en chacun de nous. On ne l'a pas non plus complètement éliminée. Même si il y a des pensées postérieures, la pensée religieuse, la pensée scientifique, non? Donc il y a différentes pensées, la pensée psychanalytique, donc des pensées qui s'ajoutent au reste. D'accord? Chez l'être humain, rien ne va disparaître. Commencer une psychanalyse, ce n'est pas abandonner quelque chose, c'est ajouter quelque chose de plus. Non, comme on parlait de la sexualité, on peut que d'une certaine façon. Je commence à me psychanalyser, et je peux ajouter à cette façon que j'avais qui me satisfaisait, je peux ajouter une autre manière. Non? C'est de ça dont il s'agit, en fait, non? Donc, quand il fait référence à l'histoire de la civilisation, il montre que, bah oui, dans l'histoire de la civilisation, les rapports sexuels, c'était toujours un peu violent. Non? L'acte de la pénétration, c'est quelque chose qui est un peu agressif. Et donc, en fait, cette agression vis-à-vis de l'objet, vis-à-vis de la femme, c'est une agression aussi pour vaincre les résistances qu'il y a en général face à l'objet, non? C'est-à-dire que l'objet, de temps en temps, il résiste un peu. D'accord? Donc, c'est parce que si on attend que l'autre soit complètement le bon moment, des fois, il faut insister un petit peu. Non? Bon, chacun a son truc. Et en fait, il va parler d'un élément agressif de la libido. D'accord? C'est-à-dire que la libido, là, c'est un élément agressif. Mais ce n'est pas quelque chose non plus, c'est comme quand il dit que les perversions, on ne doit pas les étiqueter comme quelque chose de péjoratif. L'agression non plus. L'agression aussi, dans notre vie quotidienne, elle est nécessaire pour pouvoir être en relation avec les gens. D'accord? C'est un moyen de défense, des fois, l'agression. D'accord? Donc, ce sont des éléments qui sont chez l'être humain qu'on doit apprendre à civiliser pour pouvoir les utiliser dans les situations appropriées. Pas n'importe comment, pas toujours de la même façon. Non, on voit des gens qui toujours répondent à la réalité de la même manière. Non, chaque chose a sa place. Bon, je vais continuer pour voir si je peux terminer déjà ce deuxième cours. Donc, on voyait que le sadisme, donc on va dire que le sadisme, ça c'est super intéressant parce qu'en fait, le sadisme, donc, c'est un composant exagéré qui va chercher quoi? Qui va chercher à dominer l'autre, à l'humilier, à le frapper. Et d'un autre côté, bien sûr, le sadisme, le sadique, avec qui il va être? Avec un masochiste. Le masochiste qui va, lui, non, être dans la position de recevoir l'humiliation, recevoir les coups, recevoir tout ça. Et l'un comme l'autre vont jouir de cette situation. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une certaine jouissance dans une situation comme dans l'autre. Or que la société nous a complètement réprimés en disant non, tout acte violent n'est pas acceptable. Dans un acte sexuel, il faut savoir jouer un petit peu et profiter de ces possibilités. Non? Mais c'est vrai qu'après, on a tendance à exagérer. C'est vrai que l'être humain, il adore les exagérations et il se maintient donc dans l'utilisation excessive d'un mécanisme. D'accord? Et en fait, il va nous montrer que le masochisme est une continuation du sadisme qui est dirigé vers soi-même. D'accord? C'est-à-dire que quand on disait que c'est une pulsion, non, qui va dans les deux sens, qui va en parallèle, on va dire, ou qui est toujours de main dans la main l'un avec l'autre, c'est-à-dire que le sadique, de quoi il jouit? Le sadique, il jouit en voyant l'autre souffrir
de s'imaginer la position de l'autre. C'est-à-dire qu'il jouit comme un masochiste. Donc, on va dire que c'est intéressant de penser que quand on exagère une tendance, c'est parce que l'autre est plus réprimé. Donc, l'idée, c'est d'avoir ces deux tendances, non, ces deux tendances disponibles à répondre selon ce que la réalité me présente. Non. Et donc, il va dire que la douleur, d'accord, c'est aussi un barrage, c'est aussi une résistance qui se place, non, face à la possibilité d'une satisfaction. C'est-à-dire que très souvent, on ne tolère pas la douleur, on dit non, non, arrête, et poum, on n'arrive pas à la satisfaction parce qu'on ne peut pas supporter la douleur. Attends, je ne dis pas qu'il faut être capable de supporter la douleur, je dis que simplement, c'est un élément qu'on va utiliser pour résister à une satisfaction sexuelle. Et donc, il va nous parler de différents types de masochisme. D'abord, il va nous parler d'un masochisme érogène, c'est-à-dire le plaisir dans la douleur de je te frappe un petit peu, il y a une certaine satisfaction. On va dire que les enfants, on le voit chez les enfants de temps en temps, qui viennent réclamer, qui provoquent les parents pour voir s'ils peuvent recevoir une claque. D'accord? Parce qu'il y a une certaine satisfaction, non? Dans ce geste, on va dire, dans ce qu'on reçoit, non? Parce qu'il y a on me touche. Et donc, on va dire que le masochisme, en premier lieu, est érogène, d'accord? Et qu'il y a une satisfaction dans cette douleur. Ensuite, il va parler d'un masochisme féminin, d'accord? Et là, on va dire, par exemple, un masochisme féminin, bon, on le verra plus tard aussi si on travaille le masochisme, mais qu'on va parler que c'est un masochisme où les hommes jouissent en position féminine. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant quand on parle de la différence sexuelle, non? Et après, il y a, et principalement, ce qu'on appelle le masochisme moral. Alors, le masochisme moral, c'est ce qu'on voit régulièrement dans notre vie, c'est celui qui se critique tout le temps. Il se critique, il se juge mal, il se punit, d'accord? Et que Freud, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que là aussi, nous avons une jouissance. C'est pour ça que c'est très difficile à modifier. Parce que si réellement c'était quelque chose qui nous faisait exclusivement mal, on le changerait. Mais on n'arrive pas à le changer, non? Cette tendance à toujours dire non, mais moi ceci, moi non, moi j'y arrive pas, moi je peux pas, non, mais moi non, moi non. Non, il y a une satisfaction dans cette position. C'est pour ça que c'est pas facile à changer. D'accord? Ce sont des choses qui sont, il y a un masochisme moral, et en plus il va, donc, il dit que il dit qu'il va nous parler aussi d'un autre type de masochisme, où il dit que le masochisme, pour les personnes qui veulent comment ça s'appelle, paraître toujours gentil, toujours bon près des autres, etc. Et donc, pour ne pas gêner l'autre, ils vont pas lui dire « Attends, tu me gênes là » et tout ça. Donc, il dit que quand on ne dit pas les choses à l'autre, gentiment, il n'est pas question de l'insulter, mais de dire quand il y a des choses qui ne vont pas, de les transmettre, parce que sinon, il dit « Ça nous revient ». Ce qu'on n'a pas été, cette petite agressivité qu'on n'a pas été capable de passer à l'autre, poum, ça revient sur soi-même. Alors, vous voyez que la psychanalyse, c'est super intéressant pour voir un petit peu comment nous fonctionnons les uns avec les autres, comment nous sommes en relation, comment notre vie sexuelle est super en relation avec notre vie sociale. C'est-à-dire qu'apprendre à développer notre vie sexuelle ou notre vie sociale, ça va aussi main dans la main. D'accord? Bon, et donc, on va arrêter parce que c'est l'heure, mais il y a encore quelques points à voir sur la généralité des perfections dans leur ensemble. Je crois qu'il y a une idée qui est très intéressante. Alors, on va dire, par exemple, attendez 2 secondes, je réponds là, et je vais dire, par exemple, et je réponds là, donc on va dire, par exemple, donc il va dire que ces éléments, ce qu'on appelait les barrages, non, la pudeur, la répugnance, la honte, la morale, la douleur, tout ça, ce sont des éléments qui vont participer pour essayer de maintenir notre pulsion sexuelle dans les limites de la normalité.
D'accord? C'est normalement à ça qu'elles servent. Après, nous, on déborde. Mais normalement, elles servent à ça. D'accord? Et il va nous expliquer qu'en fait, ça commence quand on est tout petit, c'est-à-dire que quand on est tout petit, quand ces limites, ces barrages, ces idées de pudeur, de répugnance et tout ça arrivent avant que notre pulsion sexuelle ait pu se développer complètement, en général, ce sont des déviations qui peuvent arriver. Et ce qui va nous montrer aussi, c'est que dans la sexualité, et ça c'est super intéressant, c'est-à-dire que la pulsion, elle devient partielle. Non, comme on voit, sadisme, masochisme. Donc quand on voit, alors que c'est pour ça que c'est un endroit où on va pouvoir bien les étudier. Pourquoi? Parce qu'elles se déplient devant nous pour pouvoir voir comment elles fonctionnent. Alors tout ça, c'est très complexe, d'accord? La complexité de la sexualité humaine est énorme, d'accord? Donc c'est pour ça que nous allons continuer à étudier. Nous allons continuer mercredi prochain à la même heure. Et nous terminerons donc ce chapitre avec les 2-3 points qui manquaient et nous commencerons avec le sujet qui s'appelle l'instinct sexuel chez les névrosés. D'accord? Donc on va voir un petit peu comment, non, la différence justement d'une vie, non? Parce que jusqu'ici en fait de ce qu'on a vu c'était pratiquement des vies sexuelles ou génitales normales. Mais ici, nous allons commencer à voir la relation que le névrosé a avec sa sexualité. Donc ce sera mercredi prochain à 21h. Bonne continuation. Si vous avez trouvé ça intéressant, partagez-le. N'hésitez pas, qu'on soit de plus en plus nombreux à pouvoir diffuser ces connaissances qui vont nous aider à mieux vivre. D'accord? Puisque c'est de ça dont il s'agit. Donc, merci à tous pour votre participation et on continue mercredi prochain à 21h. Au revoir. Bonne semaine. Au revoir.